En France, un jeune sur 10 âgé de 16 à 25 ans aide un proche en situation de handicap physique ou mental. Sur le qui-vive est un podcast sur l'invisibilisation de ces jeunes aidants. Dans cette série, Julie, 25 ans, nous invite dans son quotidien de jeune aidante de sa petite sœur Laura, atteinte d'épilepsie et totalement dépendante de ses proches. Un podcast signé Vous par Massif. Épisode 2. Jeune aidante démunie face à la maladie. Tu veux que je te sorte un short? Ouais. Un bas de pyjama qui doit être là. Allez, viens. Elle va pas avoir le choix avec son truc à manches longues là? Si, tu peux prendre un maillot à manches courtes. C'est qui te brosse? C'est Lily ou c'est maman? Laura! Qui est-ce qui te brosse? Lily ou maman? Lily. Oh! Bah t'inquiète. Tu viens de faire fondre ta sœur. On fait une tresse, Laura? Oui. Le fait d'aider et de devenir aidante, personne ne l'a décidé, personne ne me l'a demandé, personne ne m'a forcé. C'est venu comme ça. Comme un enfant qui apprend à marcher. Moi, j'ai appris à aider. Les danses, c'est venu petit à petit, en fait, déjà en coiffant ma petite sœur le matin, ensuite en l'habillant, ensuite en la douchant, ensuite en aidant ma mère avec le linge, donc à faire les machines, à étendre le linge, à faire le repassage. Les danses, c'est aussi surveiller ma petite sœur quand elle dort et que ma mère doit aller faire autre chose, et mon père aussi. Par exemple, aller au travail. Les danses, ça passe aussi par couper toute sa nourriture parce qu'il y a des fois, elle tremble trop et donc du coup, elle peut pas couper. Ces moments-là que je vis avec ma sœur, c'est les moments où je sens que je suis en lien avec elle quand même, où je sais que je peux faire des choses avec elle. C'est un peu notre rituel à toutes les deux, c'est quand je viens, je la coiffe, puis je lui fais des petites tresses. Ça tire, c'est ça? Bon, j'essaye d'aller plus doucement. De mon souvenir, il n'y a jamais eu de discussion à propos de la maladie de ma petite sœur avec mes parents, parce que c'est, de un, très douloureux, et de deux, c'est encore très très flou. Donc on sait pas trop ce qu'a ma sœur, on sait pas trop comment l'aider, on sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est très douloureux de regarder une personne qu'on aime souffrir et être malade. Et moi j'appelle ça la technique de l'autruche. J'ai compris un peu toute seule ce qu'avait ma petite sœur, et puis en entendant les adultes autour de moi en parler. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir parler à un médecin. Et j'en veux beaucoup aux médecins, en fait, de ne pas m'avoir expliqué ce que c'était. Il n'y a pas un seul médecin qui soit venu vers moi pour me dire, voilà, il se passe ça, ça, ça. Et il va se passer ça, ça, ça. Après, je sais aussi que les médecins ont énormément de choses à faire, qui font ce qu'ils peuvent avec ma sœur. Ça, il y a pas de souci. Il n'y a pas que ma petite sœur qui existe dans le monde. Et je pense que la maladie est extrêmement compliquée à comprendre. Mais j'aurais voulu qu'au moins une fois, on me dise rien que ça va aller. Ne t'inquiète pas, on gère les choses et ça va aller. En fait, quand on était à l'hôpital, on me voyait uniquement comme la sœur de Laura. Et je pense que personne ne s'est dit voilà, c'est la sœur de Laura, qu'est-ce que ça implique pour cette petite fille? Est-ce que personne ne s'est demandé si moi ça m'impactait? Et est-ce que ça me faisait de la peine? Qu'est-ce que ça me faisait ressentir? Qu'est-ce que je faisais à la maison?
personne, je pense, ne s'est dit, bah voilà, à la maison, elle aide aussi. Et c'est aussi ça qui a fait que moi, je me suis pas sentie aidante. Parce que pour moi, ce que je faisais, c'était normal. Personne ne m'a fait remarquer que ça l'était pas. Alors, je suis Sandrine et je suis la maman de Julie et de Laura. L'hôpital n'a pas tout de suite pensé à un truc gravissime. Et en fait, la consigne, c'était dès qu'elle fait une crise, vous revenez. Alors forcément, dès qu'elle fait une crise, vous revenez. Ah ben ça, dès qu'elle fait une crise, vous revenez. Elle en faisait tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, on me demandait de décrire et eux ne connaissaient pas. L'hôpital a mis 3 mois à poser un diagnostic. Laura commence à faire ses crises. Donc, on est en novembre. Et en novembre 2005, on essaye désespérément d'expliquer aux équipes médicales en quoi consistent les crises de Laura. Donc, malgré tout ce que je décris, comme c'est très bref, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Et donc, on s'agace et j'en parle aux collègues de travail et je leur dis, mais il faudrait qu'on arrive à faire un enregistrement. Je travaille à ce moment-là à la ville de Nevers et je sais qu'il existe des ordinateurs qui permettent d'enregistrer nocturne des choses et je me dis, est-ce que je peux détourner cet enregistrement nocturne pour pouvoir enregistrer les crises nocturnes de ce nourrisson. Donc, on va faire différents essais. Il y en a un de nous qui tient l'ordinateur et qui enregistre les crises pendant que l'autre gère. Tu peux le mettre en route? Ça se voit bien. En fait, elle a un mâchonnement. La respiration est bloquée. Voilà, un spasme. Donc c'est très très bref. Une série de spasmes, c'est ça. Elle va avoir à rythme régulier les bras qui remontent en croix. Quand il y a des moments, j'avais plus envie de filmer. Et en fait, au fur et à mesure, les spasmes s'allongent. Et donc, on sait qu'on en sort. Voilà, Laura sort de crise. Je connaissais pas du tout les vidéos. Par contre, je me rappelle que une fois, j'étais arrivée dans la chambre pendant que Laura était en crise. Et il y avait mon père et ma mère. Et elle avait du mal à respirer. Et mon père qui avait dit elle va y passer. Donc, t'étais là. Oui. Alors que j'étais là. Mais je pense que t'étais tellement absorbée par le fait que Laura était en crise que t'as pas remarqué que j'étais là. Sa maladie est résistante, son épilepsie est résistante à tout traitement thérapeutique. Donc on en a essayé de multiples, on les a croisés. Et pour autant, on n'arrête pas les spasmes. Elle continue. Elle était assommée par les traitements. On vivait l'enfer. On était en train de tout restructurer au niveau familial. On n'arrêtait pas dans les hôpitaux. On n'était pas accompagnés. On avait l'angoisse. On avait l'angoisse des médecins. Ils avaient peur. On ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle peur. On gérait tout. On gérait Laura, on gérait Julie. Et eux, ils posent le diagnostic de retard mental lié à l'épilepsie. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc, quoi? Moi, ce que je veux, c'est un psy qui puisse nous aider, nous accompagner sur cette phase de découverte de la maladie. Et le fait qu'on sait maintenant que c'est une épilepsie sévère, que si on ne la bloque pas, ça va être assez redoutable, qu'en effet, il y a des risques de déficience intellectuelle. Ok, mais on s'en fout quelque part. Ce qu'on veut, c'est une solution pour pouvoir vivre. Et on ne l'a pas eu. Le décès de ma petite sœur peut survenir à tout moment quand elle fait une crise d'épilepsie. Chaque crise d'épilepsie est un risque. Après, c'est vrai que la vie est un risque. Mais chaque crise d'épilepsie peut la mener à la mort, finalement. Donc c'est très, très angoissant au quotidien. C'est-à-dire que je passe mon temps à y penser. C'est très lourd à porter.
Et quand j'ai été adolescente, j'ai commencé à m'éloigner d'elle parce que c'était extrêmement douloureux pour moi d'imaginer que je pouvais la perdre. D'imaginer que je puisse me retrouver seule, de nouveau, sans petite sœur. D'imaginer que du jour au lendemain, elle pourrait ne plus être là. Alors déjà, il faut mettre les chaussures dans l'ordre. Assieds-toi. Oui, avec moi. Et voilà, là c'est le parc. Et donc du coup, il y a plein d'arbres. C'est très très grand. C'est tout doux ici. J'aime bien être ici. Ça a toujours été un lieu ressource, du coup. Parce que c'est un endroit dans lequel je me sens vraiment bien et un endroit dans lequel j'ai plein de souvenirs. Pour moi, la maladie, elle existe toujours ici, mais elle est un petit peu moins lourde à supporter parce qu'il y a toute une douceur. Alors, je pense que la maladie de Laura, de toute façon, elle est venue me rappeler que la vie, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il fallait dévorer la vie. Il fallait... Puis j'avais besoin de mes filles. J'avais besoin de mes 2 filles. Alors, je dirais que pour gérer les 2 filles, une qui pète la vie et une qui galère, il faut réserver des moments à l'une et des moments à l'autre. Et il y avait des moments pour Laura, et puis il y avait des moments pour Julie. D'où l'importance pour moi de l'inscrire par exemple à la musique, de l'accompagner à la musique. Alors bien sûr que moi je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir plus de temps. Bien sûr qu'il y a eu des hospitalisations, des chutes, des crises, des trucs qui faisaient que quand j'avais prévu de faire un truc avec ma grande, comme par hasard, c'était pas possible. Parce qu'il y avait la petite sœur qui avait un souci. Voilà, ça c'est la culpabilité. On gère sa culpabilité, on fait comme on peut. On a fait au mieux avec ce qu'on pouvait. Et puis en plus de ça, je crois qu'on a fait une confiance absolue en Julie, mais on lui a peut-être fait porter beaucoup. Parce que dans cette confiance absolue, il y avait trop. Elle était brillante. En plus de ça, elle était brillante, mais elle n'avait pas besoin de beaucoup travailler, quoi. Et voilà, nous, on était occupés par la fatigue, par les combats, par l'administratif, par 1000 autres choses. Et puis, on avait un ange devant nous, voilà, qui faisait sa petite vie. Et des fois, on découvrait que c'était pas tout à fait l'ange qu'on pensait. Mais bon... Ouais, j'ai fait des bêtises d'ado. Tout le monde a fait des bêtises d'ado. Alors, heureusement qu'elle a fait des bêtises d'ado. Ça nous a bien aidés. Parce que ça nous a ramenés sur Terre, quoi. Donc, j'ai jamais brûlé d'école, par exemple. J'ai jamais conduit saoul. J'ai jamais été en boîte. J'ai jamais fait le mur. Il y avait une certaine conscience derrière les bêtises, quand même. Je pense que vraiment, quand j'étais petite et quand j'étais ado, moi, je ressentais en tout cas un manque d'attention. Ce qui n'était pas voulu, hein, clairement, j'en suis consciente et j'en étais consciente. Disons que quand on est jeune aidant, on apprend aussi à ne pas faire de vagues. Et je pense qu'à l'adolescence, j'en avais marre de ne pas faire de vagues. Et je voulais faire des tsunamis. J'ai pas fait des tsunamis, j'ai fait des petites vaguelettes. Mais... Après, je peux reconnaître. On a fait le max, mais le handicap de Laura est venu occuper tout l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des moments, faut avoir les petites sonnettes qui vous disent il y a un truc qui cloche là. Et mais non, on n'avait pas envie de se dire que ça n'allait pas.
Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, rendez-vous sur aveclesaidants.fr. Sur le qui-vive est une série Vous par Massif, produite par Insider Podcast.